On en vient au sujet des femmes, Méry et les femmes. J'ai envie d'en savoir plus, c'est-à-dire quelles sont tes relations, quelles ont été tes relations avec les femmes. Je sais que tu as pu être, que tu n'es pas celui que tu es par hasard, en fait. C'est un échec total, c'est un bid de quelques années. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, tu vois. Et ben, donc c'est un... C'est vrai qu'à cet âge-là, tu es jeune encore. Ouais, c'est vrai que pour me marier, c'était un petit peu jeune, mais plus tard, je ne dis pas. Mais là, non. Et des rencontres alors, amoureux, moi je suis un mec, puisqu'il faut que je fasse du moi jeune, il faut être plus. Donc, on est là pour ça. Eh ben, je suis amoureux à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas de. Je vais me te dire que les filles de passage, même tarifées, eh ben, je les aime bien. et quant aux autres, je tombe love. Voilà, je tombe love. C'est comme ça, parce que c'est bien, puis ça fait du bien, puis ça fait plaisir. Et puis tu te rends compte, très souvent, j'ai eu des gros nids de dingos quand même. Hein. J'ai une grosse collection de dingos et une collection de quelques méchantes aussi, de quelques conflictuelles, des femmes comme ça. C'est la majorité des femmes que j'ai rencontrées. Mais c'est certainement pas un hasard. J'ai eu quelques très belles histoires, et plutôt assez courtes. Et là, c'est moi qui les ai ratées. Je suis maintenant très heureux de vivre seul. Je vis seul. Dans un cadre d'amour total réciproque, je suppose que ça doit être très sympathique. Je n'ai pas rencontré ça. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que je ne l'ai jamais rencontré. Je ne dis pas que le Père Noël n'existe pas, je dis que je ne l'ai jamais rencontré. Je ne dis pas que la femme fidèle n'existe pas, je dis que je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai cru dans le Père Noël, j'ai cru en Dieu et j'ai cru dans la femme fidèle. Hein. D'où ma question, je voulais en venir à ça, parce que moi je t'ai connu en couple. Et je t'ai connu amoureux, je t'ai connu gentil, doux avec la femme avec qui t'étais. Ouais. Et c'est vrai que tu peux paraître quelqu'un d'un peu macho, misogyne. Ouais. Et je pense qu'un petit peu, comme ton histoire par rapport à la grand-messe, je pense que c'est pas pour rien l'enfant ou les parcours qu'on a, ça fait l'adulte qu'on est. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que parfois, pour certains, même si parfois c'est sous le ton de l'humour, tu peux paraître un peu macho, en fait. C'est toujours sous le ton de l'humour, hein. Et je suis probablement macho et probablement misogyne. Pas tant que ça, je pense. Hein? Je pense pas tant que ça. Je t'ai vu en couple. Ah non, en couple. Non, je pense que tu es marqué par tout ça. Oui, alors peut-être que parce que elles n'ont pas été super. J'en ai eu beaucoup qui étaient vraiment pas des gentils, vraiment pas. Voilà. Et j'ai sans doute eu un charme financier. qui était passionnant, tu vois. Mais avec la tête que j'ai, je suis pas débile, je sais bien que c'est pas là-dessus que les filles vont craquer. Donc, mais ça me gêne pas, c'est un échange, c'est pas grave. Quand j'ai une relation, bien sûr, je suis extrêmement tendre, extrêmement généreux et prêt à tout pour la nana avec laquelle je vis. Mais malheureusement. Pas dans le cas où tu m'as connu d'ailleurs, puisque celle-là était une perle rare, mais les autres ont été beaucoup, je ne sais pas dans les autres, mais j'ai rencontré quelques femmes dans ma vie, c'est une grosse collection de folles quand même, hein, je te jure, hein, avec de la méchante, de la vénale, tu vois. Toi, là, t'es dans un homme, et moi, je suis dans une femme. C'est assez bizarre. C'est confortable. C'est confortable et parfois surprenant parce qu'il y a toujours quand t'es dans une femme, des fois, c'est pas la tienne, tu vois. Ah. Et alors, c'est vrai que j'ai eu une expérience avec les femmes assez surprenante parce que c'est la réalité. J'ai toujours été, tu le sais, cocu. J'ai toujours été cocu. Alors, est-ce que je m'en occupe mal? C'est très possible. Est-ce que je n'ai pas les arguments voulus? C'est très possible. J'ai toujours été cocu. Mais ce qui était fabuleux puisque qu'on parle des rapports homme-femme, pardon. Hors-femme, c'est pas mal non plus. C'est un joli lapsus. On peut lapsuser, oui. Bon, alors, quand on est dans le rapport hors-femme, le fait d'être cocu, ça apporte énormément de chance. Et c'est vrai que j'ai été servi là-dessus. Mais c'est surprenant parce que les femmes arrivent à aller extrêmement loin. Je pense que dans l'autre sens, une fois de plus, c'est vrai aussi. Hein, les hommes peuvent aller extrêmement loin dans le mensonge. Mais les femmes, elles sont extraordinaires. Je me souviens parmi les gros cocufiages d'avoir été avec une femme qui est devenue connue. Quand j'étais avec elle, elle n'était pas spécialement connue, mais qui est devenue connue. Et un jour, elle a fait venir sur un plateau de télé tous ses ex quand elle a été connue, tu vois. Elle a fait venir tous ses ex. Et donc, moi, j'ai pas été invité. Je ne savais pas pourquoi. J'ai tout de suite compris parce que quand les ex sont arrivés sur le plateau, c'était que des copains de l'époque. Ça veut dire qu'en réalité, elle avait couché avec tous mes potes de l'époque. Mais je l'ai jamais su, tu vois. Ah, mais tu devais être content, bravo les amis. Hein. C'est les amis, l'amitié est assez sincère, parfois très proche. Et puis, c'est aussi une preuve de bon goût. Ils ont voulu me prouver par là que j'avais bon goût, puisqu'ils couchaient avec ma gonzesse, tu vois. Donc c'était sympa. Et j'en ai eu d'autres, des extraordinaires. Hein. Y en a une qui me disait, quand je lui racontais ce genre d'histoire, j'ai toujours été cocu, elle me disait, mais comment est-ce que les femmes peuvent être aussi moches, c'est dégueulasse, c'est horrible de faire ça, tu vois. Et puis, donc moi je disais, tiens, c'est une nana qui est bien, quoi.
Elle est cool, elle défend pas spécialement les femmes à tout prix, elle reconnaît que ça c'est dégueulasse. Sauf que j'ai appris des années plus tard, quand on s'est séparés évidemment, qu'au moment où elle me disait ça, elle était avec 3 autres mecs en même temps. Tu étais cocu. J'étais hyper cocu, the king of the cocu. Je pense que j'ai la plus grande collection de cocufiage du monde et de femmes qui m'aient trompé. Ça provoque énormément de chance. Comme le loto. Comme oui, comme l'euro-million, puisque j'ai gagné 2 fois l'euro-million, une fois 73 millions d'euros et une fois 89 millions d'euros au loto. Et à l'époque, j'étais cocu, mais alors puissance 10, puisque c'était l'époque où cette gonzesse me disait que toutes les autres femmes qui avaient fait ça étaient vraiment des chiennasses, alors que j'apprends des années plus tard qu'elle était en train de le faire en même temps qu'elle me disait ça. Donc c'était le top du top. Les filles, merci. Conclusion, soyez cocu. Je sais très bien que dans l'autre sens, c'est same, c'est la même chose. C'est-à-dire que t'as plein de femmes, t'as dû vivre avant, rencontrer ton mec, ou je sais que ton mec c'est un mec très gentil puisqu'on se connaît, mais on a tous, même si c'est pas toi personnellement, t'as forcément des copines qui rencontrent des mecs qui sont les mêmes, qui sont des méchants, qui sont vénaux aussi d'ailleurs, qui peuvent profiter d'une gonzesse, tu vois. Donc ça existe dans les deux sens, tu vois. Le reste de la mienne de vie, elle est magnifique, elle est somptueuse, vraiment somptueuse. Alors et le célibat en fait partie de cette merveille. Je le vis très bien. Ça t'a amené à être heureux aujourd'hui finalement. Ouais. Et puis il n'y a pas eu de période de malheur. Alors des fois il y a des gens qui cherchent à faire un petit peu du sentiment. Il y a eu des périodes de malheur comme quand ma mère, mon père sont partis, tout ça. C'était violent, c'était extrêmement catastrophique. Mais la femme de ta vie, ta maman. Oui. Mais j'ai décidé qu'elle ne mourrait pas tant que je serais vivant. Donc pour pas qu'elle meure, je vais leur donner la vie. Voilà. Je sais que ta maman c'est la femme de ta vie. Ouais. La seule. Ouais. C'est beau. On dit souvent la différence d'âge, ça peut briser une histoire d'amour. Voici la femme de ma vie. Et là. Bon, tu as quel âge? 93 ans. 93 ans. Et moi, 27. Bon, il y a une différence d'âge. Eh ben, c'est pas grave, hein. Quand on s'aime, on s'aime. Bien sûr. Un moment. Oui. Bisous. C'est ça l'amour. C'est si simple. Eh bien alors, on va parler d'autre chose, de choses. Non, mais la larme est un sentiment aussi noble que le rire. Donc je n'ai pas honte. Si je dois avoir de la larme, j'ai pas honte de ça. Je pense que j'aurais honte de pas l'avoir. Tu vois, parce qu'il y a des gens quand t'es trop gentil, tu peux pas les oublier, bien sûr que non, mais tu peux pas ne pas en parler. Pas l'oublier. Elle est avec toi, en toi, toujours avec toi. Ça s'explique. C'est comme ça. Quand ils ont décidé de partir, les parents, je leur ai dit non. Parce que tant que je suis vivant, vous êtes forcément dedans. Donc tant que je suis vivant, vous partez pas. Voilà. Donc l'histoire est qu'ils pourront pas partir tant que je suis vivant. Alors le jour où je vais claquer, on va repartir tous les 3 ensemble. Tu prêches une convaincue. Tu prêches une convaincue. Et on sera très bien, très bien, je sais. Donc on s'attend temporairement. C'est une période d'attente qui est agréable et qu'on occupe de façon extrêmement drôle, extrêmement agréable. Il n'y a pas de... Et parle-moi un petit peu de tes débuts, par exemple, dans les Carpentiers. Alors ça, c'est les débuts, c'est pas médiatique. C'est pas médiatique. Non. Après le travail que j'ai arrêté, parce que j'ai la perspective des 40 ans, 7 heures du matin, c'était tout à fait impossible à vivre, tu vois. Donc après, comme ma tante, une des 2 dames qui m'a éduqué, ma mère et ma tante, c'était une femme qui était à l'origine de la télévision, c'était la première chef maquilleuse de la télévision, et qui était tout début de la télé, hein. Donc je te parle des années but de Chaumont, c'est 1953, donc quand tu dois être en 55 ou un truc comme ça. Et tout début de la télé, il n'y avait que très peu de monde. Il y avait 300 postes de télé en France, enfin tu vois, ça représentait rien. Ah oui. Et comme elle était bien sûr au début de la télévision, et qu'elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as quitté ton boulot? Je dis ouais, parce que moi je veux pas vivre cette vie-là. Elle m'a dit rentre à la télé. À ce moment-là, au générique, tu avais 3 noms de famille et c'était que les prénoms qui changeaient. On était tous des fils d'eux, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis rentré des fils d'eux, pas de riches, mais des gens qui avaient pris le risque de créer la télévision. Donc je me suis retrouvé sur les plateaux. Au début, je rangeais des bandes, hein, tu vois, comme tous les copains. Et puis après, la chef du personnel m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis tu sais, j'ai aucune formation, je connais rien. Elle m'a dit t'es le fils de Coco, donc t'as toutes les formations du monde. Bon, donc je suis arrivé sur les plateaux. Et sur les plateaux, effectivement, j'ai commencé à bosser, mais j'avais 5-6 ans, hein. Je dis ça pour que les gens ne connaissent pas mon âge. C'est pour noyer le poisson. J'étais extrêmement genou, je travaille bien sûr avec Drucker qui est toujours là. Avant de se quitter, car nous sommes très en retard, je voudrais donner la parole à un de nos camarades techniciens de la SFP, qui est de plateau, qui est Mary Leving, qui est auteur-compositeur. Le saviez-vous, vous qui travaillez avec lui derrière les caméras? Vous nous aviez caché ça?
Oui, ça se fait pas beaucoup. Alors vous vous êtes lancé dans le grand bain, ça se passe à la Mirandière du 6 au 31 mai. C'est ça, la Mirandière, c'est un café-théâtre, c'est un spectacle de chansons que je donne pendant un mois, du 6 au 31 mai à 20h. Alors la chanson, c'est difficile à définir un peu le style, c'est pas du Higelin, Non. c'est pas du Lavilliers. C'est du living, c'est déjà pas mal. Liévin. C'est du living, Liévin. Mais écoutez, je vous souhaite bonne chance, j'espère que la prochaine fois que vous viendrez nous voir, vous viendrez nous présenter vos œuvres. Oui, Hein, il faudra un jour que vous ayez dans le bureau de vos directeurs, Monsieur Lemoine, Monsieur Bouillon, Monsieur Houdin, allez chanter un petit peu, leur montrer ce que vous savez faire. Je sais pas s'ils vont aimer vraiment. Mais... Si, ils ont un humour d'acier, très bien. Et puis avec les Carpentiers, avec Jacques Chancel, et donc j'ai fait des super... C'était des grandes années, je trouve, hein. Je sais pas maintenant ce que les gens penseront de ça, mais je trouve que c'était les grandes années de la télévision. C'est vrai que tu n'avais pas de médias comme Internet et tout ça. Donc les gens regardaient la télévision par millions. Donc c'était des vrais spectacles. Quand on faisait une émission de Carpentier, on répétait 3 jours et on faisait l'émission le 4e jour dans les conditions du direct. Aujourd'hui, Nagui met en place dans la journée 12 émissions en boîte, entre 10 et 12 émissions. Ah oui. Nous, on mettait 4 jours pour en faire une. Donc, si tu veux, le rapport de qualité n'est plus le même. Le rapport du fric n'est plus le même, parce que t'as eu des gens comme les Carpentiers qui étaient les producteurs délégués, ils avaient une enveloppe pour faire l'émission, ils dépensaient l'enveloppe. Voilà. Nagui, il a une enveloppe pour faire 12 émissions, et plus il va, pour faire ses émissions, et plus il va économiser, plus la marge est pour lui. Tu vois? Donc on se retrouve à faire 12 émissions dans la journée parce qu'il va prendre les musiciens qui va payer 300 balles par jour pour les 12 émissions. Tu vois? Donc chaque musicien va toucher 25 euros par... tu vois, et lui vend l'émission 75 000 euros. Tu multiplies par 12 dans la journée, tu vois ce qu'il est. Ça va plaire, ça va plaire. Tu vois ce que le mec il a... Mais c'est extraordinaire parce que la télé n'est plus la même. Hein. Non, c'est une arnaque et c'est un vol. Et tu vois des animateurs comme ça, c'est un peu pathétique en même temps. C'est pour ça que la télévision, c'est bien quand tu fais un temps. Et tu vois des animateurs comme Nagui avec la brosse à dents qui commence avec des cheveux bruns magnifiques comme ça. Aujourd'hui, c'est un petit vieillard avec des baskets rouges et qui fait ce qu'il peut pour éviter de vieillir et qui fait la même chose depuis des années et des années. Donc le but n'est plus artistique, c'est uniquement de la finance. Hein. Mais c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat financier et artistique. C'est un constat qu'il va adorer. Ça n'a pas d'importance, c'est même pas contre le bonhomme, si c'est pas lui, c'est un autre. C'est juste le système. Disons que la télé a changé. Là, tu es en train d'expliquer que la télé n'est plus la même qu'avant. C'était peut-être, je vais choquer, mais peut-être un vrai métier avec des bases, comme par exemple moi, grâce à toi, je fais de la scène et tu m'apprends de vraies bases. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas ces bases-là. Donc je pense que la télé c'est un petit peu pareil. Il y avait des codes, il y avait des bases, chose que maintenant, la télé, elle ressemble un petit peu à Internet maintenant, je trouve. Mais c'est ça de ressembler parce que c'est la plus grosse clientèle est sur Internet. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde, c'est pas spécialement. Ouais. La télé, c'est une conséquence, ou c'est peut-être aussi une des causes d'ailleurs. Mais on est passé du métier, en tout cas, de ce qu'on fait. On faisait du show business, c'est-à-dire on faisait d'abord du show et après du business, et maintenant on est dans un métier qui est du business show, c'est-à-dire qu'on fait d'abord le business et après on pense à remplir la case. Nagui a des contrats, pour revenir à lui, en fait d'autres animateurs ils ont des contrats avec des chaînes, la case est à eux, quoi qu'ils mettent dedans, donc c'est du business et après ils mettent le show dedans, tu vois, alors que l'époque précédente, y compris pour les carrières d'artistes, hein, c'était d'abord du show et tu avais un manager ou un producteur qui se mettait dessus et qui développait le show et qui faisait un plan de carrière pour son artiste, tu vois. Là tu fais des coups. C'est-à-dire tu prends un artiste, il fait un album. C'est-à-dire qu'un producteur n'a jamais aussi bien porté son nom, il fait des produits. Point. Tu vois? Ouais. Et raconte-nous un petit peu alors ton parcours. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? J'ai monté une petite société qui s'appelait Polisson, j'aimais bien le nom. Polisson, P-O-L-Y-S-O-N-S, qui était une association d'ailleurs, et qu'on a tenu avec mon frère. Et puis on faisait des événements de spectacle. Et puis un jour j'ai produit le théâtre de Bouvard que je ne connaissais pas parce que moi je regardais Stéphane Collaro sur l'autre chaîne et on a produit ça au comité d'entreprise d'Assaut, tu vois. Et donc je suis allé voir le spectacle. Ça m'a bien fait rire. J'ai proposé au mec d'écrire ce que j'ai toujours écrit de toute ma vie. Donc j'ai proposé d'écrire des petits bouts de sketch. J'ai écrit des petits bouts de sketch. Bouvard a trouvé ce style d'humour surprenant, intéressant. Et comme c'était un mec qui était, on pouvait très facilement être un peu provocateur. Donc ça l'a fait marrer. Il m'a demandé de travailler pour lui. On a travaillé ensemble. Longtemps, hein, parce que on a fait 3 ans la 5, et puis après je suis parti avec lui à Bobino, tout ça. Bon, on a fait plein de choses ensemble. J'avais fait la classe en parallèle. Je plaisais pas forcément à Philippe, mais bon, c'était comme ça. Puis après on a fait d'autres émissions sur TF1, des grosses émissions. Et puis le hasard, je me suis retrouvé à représenter des émissions avec De Chavannes, avec Patrick Sébastien, bon, qui est un ami. Et puis voilà, donc on a fait tous ces spectacles-là ensemble, ces émissions-là ensemble.
Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que je ne mentirais pas, même si ça paraissait extrêmement prétentieux, que depuis le début jusqu'à la fin, qui n'est pas encore là parce que la cloche n'a pas sonné, je n'ai pas donné un coup de fil. Oui, je sais très bien que tu es quelqu'un qui t'accroche pas aux branches et qui va de l'avant tout le temps. Les projets sont incessants. Les réussites sont assez rares. Mais les projets, il n'y a pas de bide. Il n'y a pas de bide. Non, il n'y a pas de bide. Il n'y a pas de bide dans la mesure où, si tu penses à un projet et que tu le réalises, il n'y a pas de bide. Alors tu le vends ou tu ne le vends pas, ça c'est un autre aspect. Mais si tu penses à quelque chose et que tu vas au bout, c'est-à-dire qu'il est réalisé physiquement, il est fait, quand tu fais une interview, tu dis, ah bah tiens, un jour je ferai une interview. Ça c'est juste un projet. À partir du moment où il est en boîte, il est réalisé. Est-ce qu'il va être commercialisable ou commercialisé? Ça, tu sais pas, mais le projet est réalisé, tu vois. Donc les projets, tu peux toujours les réaliser si tu tiens à ce que tu dis. Il y a une phrase que j'adore, que tu dis toujours, c'est la phrase de l'escalier. Ah, qu'il faut jamais mépriser quelqu'un qui est en train de descendre et toi en train de monter, parce qu'un jour, ça sera le contraire, c'est toi qui vas descendre et c'est lui qui va monter. Oui. Et tu sais qui m'a dit ça? C'est Gilbert Carpentier qui m'a dit ça. Voilà. Qui était un mec super, un mec très bien, et qui m'avait dit ça un jour, et je vais te dire quand, en montant un escalier début de Chaumont. Moi j'étais un aide de plateau, donc j'étais un mec, un rat de plateau si tu veux, et je crois que c'est André Flédéric, mais c'est pas évident. Alors toujours dit qu'il a dit bonjour à Gilbert, Carpentier, normal, c'est le producteur, et moi il m'a pas serré la main, il m'a pas dit bonjour, et on a continué à monter avec Gilbert, il me dit il a tort, parce qu'un jour ça sera dans l'autre sens, tu vois. Où on devait descendre l'escalier et lui monter, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, tu vois, il t'a pas serré la main parce qu'on est en train de descendre l'escalier, et un jour ça sera dans l'autre sens, alors n'oublie pas de lui serrer la main quand même, tu vois. J'adore cette phrase, ouais. Et tu l'as dit souvent. Bah, je la dis parce qu'il faut en réalité, il n'y a pas de raison de ne pas la pratiquer. Tu sais la phrase, on est tous le con de quelqu'un, ben moi, voilà, ça c'est une phrase toute faite et j'y crois pas. Il y a des phrases à la con, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais, va dire c'est un mec qui a un accident, qui a plus de jambes et qui a plus de bras. T'es pas mort, donc t'es plus fort. Bah, un petit peu moyen quand même, parce que. Tu vois. Donc il y a des phrases à la con. Quand je pense que t'es le con de tout le monde, non, je pense qu'on est le con de personne. Et à la naissance, des enfants qui naissent, ils ont à peu près les mêmes capacités. À peu près. Tout le monde n'a pas le même disque dur, tout le monde n'a pas la même force d'analyse et de synthèse, mais à peu près le même disque dur. Puis après, t'es formaté et t'es abruti. Alors, il n'y a pas des cons, il y a des gens qui sont abrutis. Mais ce ne sont pas des abrutis, ce sont des gens qui ont été abrutis. Raconte-nous un petit peu tes spectacles, tes carrières, tes parcours dans le spectacle. Je sais que dans d'autres pays, tu as encore bien plus de succès qu'ici. Ah oui, notamment avec Gilbert Rozon, qui est un monsieur que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps, qui a eu des tas d'histoires médiatiques, franchement médiatiques, parce que c'était pas la réalité de sa vie. Et c'est un producteur, c'était le meilleur producteur que j'ai pu croiser dans ma vie. Et je pense que c'est le meilleur producteur, peut-être du monde, parce que je parle de spectacle, hein. Parce que c'est le mec qui a créé le plus grand festival du monde de rire, qui s'appelait Juste pour rire, qui était fait au Québec. Et donc c'est le plus grand festival. Montreux à côté, c'est un peu du pipi de chat. Non mais c'est vrai, c'est la réalité. Tu passes à Montreux, quoi. Mais le Québec, c'était un truc où il y a des anglos. On n'allait pas à Montreux, on partait au Québec. C'était quand même beaucoup plus complexe pour nous. Donc quand on y allait, il y avait déjà une présélection qui fait que tu étais jugé comme quelqu'un d'intéressant sur le plan international, tu vois. Donc c'était pas mal. Oui, c'est vrai que j'étais flatté quand ils m'ont élu 5e meilleur spectacle du monde. C'est vrai que, bon, c'est flatteur, ça flatte l'ego, ça change pas grand-chose dans ta vie, hein, mais c'est juste que ça flatte l'ego le temps d'une soirée, de recevoir un magnum de champagne dans ta chambre et que tu dis c'est cool parce que ils sont gentils, et puis c'est quand même, le phénomène de faire depuis des années un spectacle et puis tout d'un coup on te décerne un prix en te disant boum, tu dis simplement je me suis pas gouré, voilà. Il n'y a pas que l'ego qui est flatté, il y a aussi le fait de dire je me suis pas trompé, quoi, tu vois. C'était bien que je le fasse, quoi, tu vois. Donc ça a duré plusieurs années au Québec, et puis voilà, puis le retour en France, et puis tu te retrouves à faire des salles de 10 000 personnes, à des salles de 30. Mais je pense que le spectacle, ça fait vraiment partie du spectacle. Il faut faire tu passes des salles de 30 personnes aux salles de 10 000. Mais le spectacle, c'est ça, quoi. Tu sais, les mecs qui sont très, très stars, qui sont vraiment à des niveaux de notoriété importants, ils ont une angoisse, c'est de descendre. Je te coupe, mais je pense que tu es à un niveau de notoriété importante, que tu l'as été, que tu l'es encore, mais que tu as devancé. Et j'allais le dire, effectivement, tu acceptes autant de faire des très, très, très grandes salles, comme tu as pu faire des très petites salles. Et c'est pas un problème pour toi. Non, pas du tout. Ça ne pose pas un problème ni pour ton ego, ni pour quoi que ce soit. Ah non, pas du tout. Je trouve que c'est exceptionnel de réussir à 19 ans, de se dire que je ne veux pas faire je ne veux pas avoir cette vie-là, pas le métier, mais cette vie-là, et depuis cette époque-là, vivre confortablement
d'un truc dans lequel tu t'amuses, qui est même pas un métier. Parce que tu as des gens, quand ils disent quel est ton métier, ils disent je suis artiste. Ils ont, je l'ai entendu sur, je sais plus qui a dit ça, mais je le dirais volontiers si je me rappelais de son nom, parce que j'ai trouvé que c'est une des phrases les plus cons du monde. Le mec, il est comme métier, je suis artiste. Mais artiste, c'est pas un métier, c'est un état. Ouais. T'es pas artiste, t'es pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu ne sais pas pourquoi, tu perçois plus vite des conneries. Pour les peintres, des sensibilités de couleurs qui vont choper plus vite des couleurs que les autres. C'est pas un métier, ça tu ne l'apprends pas. C'est pas un métier. C'est juste un truc que dans un état artistique, tu as une sensibilité, bah, tu l'as pas travaillé. Si je peux me permettre, moi je pense quand même que tu as un don. C'est-à-dire que aujourd'hui je côtoie des gens du spectacle, j'ai vu beaucoup de spectacles, je m'essaie au spectacle aussi et j'ai bien vu quelque chose, c'est qu'il y en a pour qui c'est vraiment un travail. C'est-à-dire que ils sont dans leur spectacle, ils travaillent ce spectacle, ils sortent de spectacle et ils sont presque des personnes différentes et presque peut-être moins amusants que dans leur spectacle. Et toi, c'est vrai que hier encore, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit Meryl est vraiment comme ça dans la vie. Bah oui, Meryl est vraiment comme ça dans la vie. Ouais. Et c'est ça qui est un peu surprenant chez toi. Bah parce que c'est pas travaillé. Moi j'ai l'impression que c'est inné. Alors je dis pas que tu ne travailles pas, attention. Moi je le dis. Je dis que je ne travaille pas parce que c'est vraiment pas une notion de travail. L'origine du mot travail, c'est tripalium, c'est souffrance, tu sais. C'est quand une femme commence à accoucher, on dit elle commence son travail. C'est un instrument de torture, le tripalium. Je peux pas dire que je travaille, j'ai jamais travaillé, à part de moi, comme je sais tout à l'heure. Mais sinon j'ai jamais travaillé. Et c'est alors un don. Je pense que tous les artistes est un don parce que le fait d'être artiste, c'est que on t'a donné quelque chose. C'est ça le don. Hein. Dans les artistes, t'as plein de notions, de catégories, t'as des peintres, des chanteurs, ce sont tous des gens qui ont des possibilités de voir des couleurs de façon différente, de les rendre différemment, d'interpréter la couleur et d'en faire quelque chose, comme le chant, comme la musique. Sauf que dans le métier des comédiens, et ça c'est un truc à souligner quand même, c'est un vrai truc de feignasse. Je parle des comédiens, hein. Alors t'as des mecs qui sont des vrais besogneux, besogneux parce qu'ils sont des laborieux, qui travaillent pour écrire des textes. Et puis t'en as d'autres qui ne font que s'amuser. Donc dans le métier de comédien, si tu veux, c'est comme ça. Je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais ça n'a aucune espèce d'importance. L'importance, c'est de dire ce qui est. Un peintre doit travailler énormément. Il doit passer des heures sur sa toile. Un sculpteur, je t'en parle pas, même physiquement, il faut qu'il envoie. Un musicien, alors là, c'est des heures de répétition sur des instruments. Un comédien, c'est juste un mec qui peut avoir un vrai don et qui travaille pas sa voix, même s'il fume et qu'il boit comme un dingo, il peut continuer à travailler. Gérard Depardieu est un mec qui travaille pas, puisque quand il arrive sur un tournage, il sait même pas ce qui va se passer, il sait même pas quel film il tourne, il sait même pas avec qui il va jouer, mais ça n'a pas d'importance parce que le mec il fait ça et ça démarre, tu vois, parce que le mec a un don. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le travail. Il est vrai que l'on croise maintenant une certaine catégorie d'humoristes, d'ailleurs qui ne sont pas artistes, hein, qui sont humoristes, et ça c'est un métier, qui travaillent, qui sont des laborieux, qui ne sortent pas trop tard le soir parce que demain, et ils te le disent, demain je travaille, et c'est une autre notion. Nous on a gardé, même si c'est un peu ce que je vais te dire, est un peu une image que tout le monde dit, mais c'est la réalité, on a la chance de ne pas travailler, mais on a la chance de jouer. Donc c'est quand même, le mot n'est plus le même, hein, même si ça paraît... une image idiote, dans l'idée, c'est loin d'être idiot. Hein. Moi, tu m'as appris beaucoup de choses et j'apprends encore et je suis en train d'apprendre. Je dis pas que c'est un travail parce qu'effectivement, il y a des travails bien plus lourds et bien plus difficiles. Mais quand même, ça se travaille. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu as une prestance sur scène assez... moi, je te compare un petit peu à Louis de Funès où tu as quelque chose de particulier. Tout le monde ne l'a pas, en fait. Et il y en a qui sont obligés de le travailler. Ah oui. C'est la visa comica. T'as des gens qui arrivent, qui ont effectivement et on ne sait pas pourquoi, mais même y compris quand tu es touché par ce phénomène, tu sais pas pourquoi. Hein. Mais c'est vrai que tu rentres en scène, les gens se marrent. Et tu ne sais pas pourquoi. Ça peut être vexant.